Pascal Boniface, on entre dans la 4e semaine d'opération. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une guerre ? Oui, mais depuis le départ, lorsque l'on bombarde un aéroport, qu'on fait un blocus sur un pays et qu'on bombarde des habitations, c'est une guerre. Donc depuis le départ, c'est une guerre. Pour autant, officiellement, il ne s'agissait pas d'une guerre, mais d'opération contre un mouvement qualifié d'interroriste ou terroriste. Les pays qui se lancent dans des guerres, généralement, ne les déclarent pas et ne les qualifient pas non plus. Mais lorsqu'on regarde la situation sur le terrain, ne serait-ce que le nombre de morts des deux côtés, le total des morts prouve bien qu'on est dans une guerre. Alors dans cette guerre, est-on à l'aube d'un conflit régional majeur, notamment au vu de l'histoire de ces 30 dernières années ? Non, peut-être pas, même si malheureusement dans cette région le pire n'est jamais exclu, mais en tous les cas ce conflit, même s'il reste limité, si j'ose dire, au Liban et Israël, laissera des traces durables, non seulement entre ces deux pays, mais dans l'ensemble de la région. Alors hier, le président syrien demandait à son armée de se préparer, l'armée israélienne a bombardé un poste frontière entre le Liban et la Syrie. Est-ce que justement ce déclenchement d'un conflit régional, ça peut venir de là, d'un dérapage à la frontière syrienne ? Ce n'est pas tellement la Syrie qui est dans l'œil du cyclone plus que l'Iran, mais l'Iran a d'autres capacités, est un peu plus loin, signifierait un embrasement beaucoup plus important. L'Irak est à côté, les Américains sont méfiants, donc on peut effectivement évacuer pour l'instant ce pire des scénarios, mais la Syrie militairement ne pourrait pas résister très longtemps par rapport à l'armée israélienne, qui aurait moins de mal à battre l'armée syrienne qu'elle n'en a à se défaire du Hezbollah. Alors justement, que peut-on dire de la tactique israélienne à ce jour ? On a l'impression qu'elle a du mal à détruire le Hezbollah, puisque c'est aujourd'hui son but. Effectivement, on peut dire que par rapport aux objectifs annoncés qui étaient la libération des 2 soldats israéliens et la destruction du Hezbollah, le compte n'y est pas. Les soldats sont toujours prisonniers. On parle maintenant d'un échange qui a été refusé au départ. Et le Hezbollah, même s'il est difficile de savoir quelles sont encore les capacités qui restent au Hezbollah, mais en tous les cas, le Hezbollah, même s'il est vaincu militairement, ce qui n'est pas encore certain, sort politiquement grandi dans cette opération, puisqu'il a l'aura de ceux qui ont résisté très longtemps et avec une certaine efficacité à Israël. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une défaite médiatique ? On se souvient des images du bombardement de Cana dimanche qui ont ébranlé la communauté internationale. Très certainement, ces images laisseront des traces durables dans les opinions, et pas seulement dans les opinions arabes et musulmanes, chez lesquelles ces images passent en boucle de façon beaucoup plus intensive que dans les pays européens et bien sûr aux États-Unis. Mais effectivement, ce moment restera un moment clé dans cette guerre. Israël avait déjà payé un lourd tribut en termes d'image après la guerre du Liban de 82. On peut penser que ce tribut sera également extrêmement lourd après celle-ci. Alors justement, au vu de ce qui s'est passé en 82, comment on peut expliquer cette erreur tactique israélienne, on va dire, c'est d'avoir calqué son attitude sur les États-Unis en Irak avec des bombardements, des frappes qualifiées de chirurgicales ? Oui, malheureusement, les hommes n'apprennent pas du passé, on ne tire pas toujours les leçons de l'histoire, et peut-être que la croyance dans la supériorité militaire, qui est réelle d'ailleurs, amène à faire des erreurs d'appréciation politique. Visiblement, Israël a surestimé sa capacité militaire et sous-estimé celle du Hezbollah. Alors au plan politique, l'attitude d'Israël peut s'expliquer partiellement ou totalement par le soutien américain, selon vous ? En grande partie par le soutien américain, parce qu'il est évident que si les Américains disaient il faut un cessez-le-feu maintenant, sinon on prend un certain nombre de sanctions où on diminue notre aide, où on met une interruption dans l'aide militaire ou dans les garanties que l'on vous donne, Israël arrêterait. Dans le passé, on a vu plusieurs fois ce type de situation où tout d'un coup les Américains estimaient que cette fois-ci leurs propres intérêts étaient en jeu et qu'ils devaient demander à leurs alliés israéliens de ne pas aller trop loin. Ils estiment que pour l'instant ce n'est pas encore le moment, mais le jour où ils auront décidé de le faire, là bien sûr les choses changeront. Alors comment vous ressentez le discours quelque peu discordant côté américain entre d'un côté Condoleezza Rice qui se bat visiblement, ou en tout cas en apparence pour un cessez-le-feu, et George Bush qui lui reste ferme. Est-ce qu'il y a, comme on dit, le bon et le mauvais gendarme ? Effectivement, Condoleezza Rice est en contact avec les dirigeants arabes, elle a fait une tournée dans la région, donc elle doit, puisque c'est elle qui négocie, elle doit quand même apparaître comme étant pas uniquement d'un côté et donner un peu le change finalement par rapport à cela, dire qu'elle travaille une solution, sinon on ne voit pas pourquoi elle ferait cette tournée. Mais ce cessez-le-feu n'est pas encore demandé officiellement par les États-Unis, George Bush ne veut pas le demander, il semble accorder encore quelques jours à l'armée israélienne pour terminer le travail, pour terminer de casser le Hezbollah, pour ensuite décréter le cessez-le-feu. Donc on attend un peu la fin des opérations militaires pour demander le cessez-le-feu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intérêt des États-Unis, c'est de gagner du temps pour essayer d'obtenir la disparition du Hezbollah ? C'est du moins tel qu'ils interprètent leur propre intérêt. Effectivement, ils ne veulent pas que cette guerre ait eu lieu pour rien finalement et qu'il y ait un retour en arrière. Et si les militaires israéliens leur ont assuré qu'ils avaient encore besoin de quelques jours pour terminer le travail et que sinon ça serait un fiasco pour eux, peut-être qu'ils veulent leur donner ces quelques jours. Alors en attendant une décision américaine, en tout cas une implication peut-être réelle, on peut remarquer que l'Europe peine elle aussi à se mettre d'accord. On va voir les images de cette réunion qui se tient en ce moment à Bruxelles, réunion entre les ministres des Affaires étrangères
étrangères des 25 qui doivent tenter d'adopter une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat au Liban. On va rappeler que la France est pour, l'Allemagne plutôt contre, la Grande-Bretagne carrément contre, qui s'alignerait sur la position américaine. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, l'Europe, sans l'aval des États-Unis, n'est pas capable d'imposer son point de vue? Non, on retrouve toujours la même division finalement que l'on avait déjà vu avec la guerre d'Irak, avec d'un côté Londres, de l'autre Paris, même si le jeu a un peu changé. L'Espagne, l'Italie ont changé de camp et l'Allemagne est un peu en retrait contrairement à la guerre d'Irak. Et puis aussi, forcément, dès qu'Israël est en jeu, il y a un sentiment de culpabilité en Allemagne qui tétanise les Allemands, ce que l'on peut comprendre historiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler également d'une crise européenne, à savoir que les Européens, en l'absence d'un soutien clair des États-Unis ou d'une ligne de front commune, n'arrivent pas eux-mêmes à se départager et à adopter une position commune? Ce n'est pas nouveau. L'Europe, effectivement, est divisée entre ceux pour lesquels la priorité avec les États-Unis, de l'alliance avec les États-Unis est une priorité absolue, et ceux qui disent que l'Europe peut faire valoir son point de vue propre. Ce qu'il faut remarquer dans l'affaire, c'est que la France s'était plutôt rapprochée des États-Unis, notamment avec la résolution 1559, travaillait main dans la main avec les États-Unis concernant le Sud-Liban, et que là, depuis dimanche notamment, depuis le carnage sur Cana, eh bien, la France reprend une certaine autonomie qu'elle n'avait plus tout à fait par rapport au Liban. Cette autonomie, on ne peut pas simplement l'expliquer par ce qui s'est passé dimanche? Non, mais la France est à l'écoute quand même de ce qui se dit au Liban, où il y a quand même un très fort appel, ou même d'ailleurs, si au départ certains Libanais n'étaient pas mécontents de pouvoir se débarrasser du Hezbollah, désormais le Hezbollah jouit d'un soutien populaire beaucoup plus fort qui dépasse les seuls cercles chiites au Liban. Le général Aoun, qui est un chrétien, les soutient, et le Premier ministre libanais, qui est sunnite, ne veut pas non plus les condamner. Donc la France entend cela, elle a quand même des liens avec le Liban qu'elle ne peut pas méconnaître. Et puis dans l'ensemble du monde arabe et musulman, il y a une colère très très forte, et la France, qui est soucieuse d'essayer de ne pas agrandir le fossé entre monde occidental et monde musulman, essaye de prendre acte de cette colère. Alors qui a les clés aujourd'hui? On parle beaucoup de l'Iran. Les clés, elles sont réparties. En fait, il y a plusieurs serrures ou plusieurs portes d'entrée dans ce conflit. L'Iran en est une, effectivement, et l'Iran risque d'ailleurs d'être le bénéficiaire indirect et involontaire de cette guerre. On a vu la poignée de main entre les deux ministres des Affaires étrangères. L'Iran est introduit officiellement dans une région dont elle était officieusement absente auparavant, et on peut dire que l'Iran, qui était déjà le vainqueur officieux de la guerre d'Irak, pourrait trouver une victoire symbolique dans cette guerre du Liban. Le Hezbollah est aussi un vainqueur d'un certain côté. La clé, c'est bien sûr Washington. Si Washington met tout son poids pour contraindre Israël à un cessez-le-feu, le cessez-le-feu sera quasi immédiat. Pour terminer, on va rester sur l'Iran, puisqu'on suit sur TV5 ce bras de fer autour du nucléaire iranien. On imagine que ce nucléaire, ça peut être aussi au centre d'un donnant-donnant. À l'instant, le président iranien affirme que l'Iran ne renoncera pas à son programme nucléaire, sous la menace ou par la force. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avancer sur un dossier, pour Washington notamment, il va falloir reculer sur un autre? Bien sûr, tout est lié. En tous les cas, pour avancer sur le dossier du nucléaire iranien, il faudra donner un peu plus à l'Iran que ce que les Européens et les Américains proposaient jusqu'ici. C'est sûr que le prix du nucléaire iranien a un peu augmenté depuis 3 semaines. Pour terminer, une dernière question. On sait qu'à son arrivée à la Maison-Blanche, George Bush souhaitait démocratiser le Proche et le Moyen-Orient. On voit l'Irak, on voit ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un échec global de cette vision américaine de George Bush? Très clairement, le Liban est une démocratie. C'est la démocratie libanaise. C'est une démocratie pluriculturelle, plurireligieuse, où toutes les libertés existaient. On voit ce qu'il advient de ce pays. Et donc c'est la démocratie qui est en danger au Liban. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que la politique de George Bush par rapport à cet objectif a été contre-productive. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur TV5.